Nous vous disons d'avance merci pour votre présence parmi nous. Madame la Présidente du comité de pilotage chargé d'organiser la Convention des Congolais de Suisse, nous vous présentons en même temps les excuses de Monsieur le syndic qui a été appelé à autre chose et qui n'a pas pu attendre le début de notre programme. Chers membres du comité de pilotage, distingués invités, chers compatriotes, il est pour moi un réel plaisir, chargé d'émotions patriotiques, de prendre parole en ce moment afin de vous présenter le programme de ce rassemblement tant attendu, la Convention des Congolais de Suisse. Mais avant d'aller plus loin, je vous prie de vous lever pour que nous gardions une minute de silence pour toutes les victimes congolaises de la barbarie humaine qui a fait tant souffrir notre pays. Je vous remercie. Bien chers compatriotes, distingués invités, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à ses possessions ni à ses conquêtes, mais à sa capacité à se remettre en question. C'est par la remise en question que la voix intérieure peut être entendue et que les nouveaux chemins de conquête, de la consolidation de l'être peuvent s'ouvrir adéquatement. C'est dans ce cadre que se situent nos assises de ce jour. Dans le contexte de léthargie et de fatalisme, de médisance et de division qui nous caractérisent, il était un pari fou que de vouloir rassembler les compatriotes congolais autour de ce grand projet afin de répondre à l'impératif de rassemblement et d'organisation. Mais comme on le sait, les grandes idées naissent dans la douleur, car elles sont appelées à faire leurs preuves à travers l'histoire. Donc, il ne serait que tautologie de dire que l'heure est venue pour que le peuple congolais redresse son front, comme nous le chantons dans l'hymne national, pour que nous puissions nous battre pour notre nation. En fait, nous, Congolais, nous avons assez pleuré, nous avons assez crié, nous avons assez prié, nous avons assez espéré, mais rien n'a changé. Le Congo est toujours ce grand au pied d'argile, entre-déchiré par les appétits inassouvis de la mafia internationale et de la trahison des plus cupides d'entre nous. Dans ce sens, seule une diaspora consciente de ses responsabilités et de ses devoirs, celle qui déverse dans le pays des milliers de francs, peut être à mesure d'insuffler un souffle nouveau à la lutte pour que la nation congolaise arrête sa descente aux enfers. D'où le sens de ces assises qui placent chacun devant ses responsabilités historiques. Nous sommes donc là jusqu'au dimanche. Nous allons débattre, nous allons réfléchir pour que, en sortant de ces lieux, nous ayons des résolutions concrètes et une structure fonctionnelle pour que la diaspora congolaise, à partir de la Suisse et d'ailleurs, puisse parler d'une seule voix. Et pour cette séance d'ouverture, notre soirée se présente comme suite. Après nos excuses que vous avez acceptées pour le retard que les aléas des transports, des communications, des lieux nous ont causé, tout à l'heure, nous aurons le mot de bienvenue
de Mme Sévérine Mbouyi, présidente du comité de pilotage en charge de l'organisation de ces assises. Et puis, nous aurons une sorte de panel. Ça sera notre conférence d'ouverture. La grande question de l'enjeu d'organisation de la diaspora congolaise fera l'objet de regards croisés avec Mme Eschmann de l'OIM Suisse, Organisation internationale pour les migrants. Elle peut juste se lever pour que nous puissions Madame Anne Legon-Moulin, chef de la division Afrique et Francophonie, département des Affaires étrangères. Monsieur Bruno Mavungu, qui était prévu, le secrétaire national de l'UDPS, pour des raisons qui ne sont pas encore élucidées, est bloqué quelque part en Belgique, malgré la volonté qui était la nôtre pour qu'il soit avec nous. Et nous aurons aussi, parmi les intervenants pour ce regard croisé, M. Céleste Ugochukwu, président du Conseil de la diaspora africaine de Suisse. Je voudrais remercier au nom du comité de pilotage toutes les personnes qui se sont dérangées pour venir du Canada, pour venir de Londres. Monsieur l'abbé Poiti est là, il est venu de Londres, pour venir de la France, pour venir de la Belgique, pour venir de l'Allemagne, pour venir de partout, afin que la cause congolaise soit une fois pour toutes entendue. C'est maintenant ou jamais, peuple congolais, lèvons-nous, battons-nous pour notre pays. Je vous remercie. Honneur, mes choix, de vous présenter Mme Sévérine Mbouyi, qui est la présidente du comité de pilotage, qui va nous souhaiter la bienvenue et nous faire son discours de présentation. Au nom du comité de pilotage, nous remercions toutes les personnes qui sont venues. On nous a parlé de beaucoup de pays. Et c'est lui qui a battu tous les records des kilomètres, c'est M. Patrick Mbeko, lui qui vient de Montréal, qui est géopoliticien et écrivain connu, dont le livre est numéro 1 de vente au niveau d'Amazon. C'est Stratégie du mensonge et du chaos dans la région des Grands Lacs, Stratégie du mensonge et du chaos, Stratégie du mensonge et du chaos, aucun menteur dans la région des Grands Lacs. Je voudrais présenter Patrick Mbeko, qui est là. Ceci dit, je passe la parole à Mme Sévérine Mbouyi. À vous, Madame. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes chers compatriotes, distingués invités, chers amis du Congo, Mesdames, Messieurs les congressistes, voici venu le moment de tenir la Convention des Congolais de Suisse, projet cher à nos cœurs, pour lequel beaucoup de sacrifices de toutes sortes ont été consentis par les organisateurs, qui le préparent depuis environ 3 ans. Aussi, c'est avec une joie immense que je voudrais m'adresser ce soir à vous toutes et tous, en ma qualité d'honneur qui m'est fait par mes collègues, dont je suis l'interprète, me vaut le plaisir inexprimable de souhaiter la bienvenue à tous les invités, tous nos amis du Canada, nos amis de la Belgique, de la France, de Londres, et aussi ceux qui sont venus de partout de la Suisse. Je souhaite la bienvenue à tous et à toutes dans ces lieux d'accueil de Charmin pendant tout le temps de nos travaux pour lesquels j'implore l'inspiration et la bénédiction divine. Comme cela a été annoncé, il est prévu que nous resterons ensemble ici jusqu'à dimanche soir pour réfléchir sur notre condition
en tant que communauté diasporique congolaise, ayant bien sûr les obligations, mais aussi des droits et des intérêts à défendre vis-à-vis de la Suisse, du Congo et vis-à-vis de partout. Je souhaite que nos travaux soient inspirés et fructueux pour qu'ils produisent des résultats escomptés, à savoir un début d'organisation institutionnelle de notre communauté au niveau suisse et chemin faisant à l'échelon international pour une plus grande visibilité et efficacité d'action. Cela dit, notre démarche ne consiste pas à poser ici les bases d'une énième partie politique. Ceci n'est pas notre démarche car il en existe plein et nous laissons cela aux gens qui veulent en faire. Nous nous considérons comme étant des prolongements de la société civile. C'est à ce titre que nous entendons donner de la voix. C'est à ce titre que, sans donc faire de la politique au premier degré, que consiste à ériger la stratégie pour conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver, nous sommes appelés, chers amis du Congo, chers concitoyens, chers compatriotes, à en faire quand même au second degré, au sens large et noble de réfléchir à ce qui touche à la chose publique, en vue d'en prendre démocratiquement la part qui nous revient en droit dans sa gestion. Pour que nos assises soient un succès, il importe de rappeler les règles simples que s'imposent en pareille circonstance. Comme vous le savez, je souhaite d'abord qu'il règne dans ces lieux, pendant nos travaux, une vraie ambiance d'étude, favorisant l'écoute attentive des uns et des autres, l'échange des idées dans un esprit de recherche sincère et du savoir, de la vérité et de la complémentarité d'informations dont nous sommes toutes et tous détenteurs. Sans pendantisme ni dogmatisme, je souhaite aussi que ces cadres de réflexion soient animés par un réel esprit démocratique qui règne en nous la tolérance, la réception des idées et des thèses d'autrui auxquelles nous ne souscrivons pas forcément toujours, mais que nous sommes prêts à entendre pour le besoin de la discussion dans un souci d'enrichissement mutuel. La tolérance, mes chers compatriotes, distingués invités, le dialogue, l'humilité, l'écoute, voilà la clé de la compréhension entre des gens différents que nous sommes, de par nos horizons, de par nos formations, de par nos religions, de par nos opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de par notre âge, nos expériences de vie, nos catégories socio-professionnelles et j'en passe. Mais appelés à réfléchir et à trouver ensemble des solutions à nos problèmes communs, je souhaite enfin que nous soyons mus au-delà de nos différences parce que nous partageons en commun notre inaléa identique nationale, l'amour du Congo et de son peuple, et que de ces faits nous fassions notre montre d'un patriotisme pragmatique qui fasse de nous des congressistes utiles et surtout efficaces en vue de l'édification de notre communauté. Au terme de ces 3 jours, chers compatriotes, chers amis du Congo, de notre exercice, ça serait tout à fait dans un esprit et avec une courtoisie démocratique, le tour léger pour une mission accomplie, je l'espère, que je passerai le flambeau à mon successeur qui sera élu pour impulser les comités de suivi prévus pour la pré-convention. Car dans notre pensée, le but de la convention n'est pas la convention elle-même. Nous ne tenons pas à organiser ces cénacles pour céder à un quelconque goût de l'académisme. Nous voulons jeter des bases d'action solides
pour promouvoir le bien-être de notre communauté, c'est dire que la Convention, si nous réussissons à en poser des jalons comme combien importe pour nous tous tout autant, il ne me reste plus qu'à remercier sincèrement tous les participants à mon nom personnel et au nom du comité de la convention, du pilotage de la Convention des congressistes des Suisses. Ces remerciements s'adressent particulièrement aux personnalités qui sont ici. Il y a un qui devrait venir du Congo, mais malheureusement qui n'est pas là. Et puis aussi cette cérémonie et aux autorités helvétiques qui nous accompagnent, qui sont autour de la table. Madame Hudon et puis Madame Eschmann, qui nous accompagnent et nous facilitent les démarches administratives inhérentes à la bonne tenue de la Convention. Je reste aussi témoigner ma reconnaissance à l'équipe de gestion de cette Convention. Je veux aussi témoigner à l'équipe de cette Convention et à l'équipe qui nous offre ce cadre d'échange adapté à nos besoins. J'associe cet hommage aux conférenciers, aux modérateurs des séances, le staff technique et le membre suisse est venu de l'étranger ne saurait être oublié dans ma pensée. Que les personnes physiques ou morales, toutes celles et tous ceux de près ou de loin, qui sont sous quelque forme que ce soit, ont mis la main à la pâte par leur soutien financier, par leur disponibilité, leurs encouragements, leurs idées pertinentes, leurs conseils judiciaires, pour que notre rencontre aujourd'hui soit un succès, soit ici remerciée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sans pour autant prolonger mon discours, je vous remercie, distingués invités, chers amis du Congo. Je vous remercie de tout cœur, une fois encore. Merci. Maintenant, nous allons commencer la toute première conférence d'ouverture qui s'intitule « La diaspora congolaise face à ses défis, son organisation fonctionnelle, son intégration locale et la reconstruction du Congo ». L'enjeu de cette conférence, il faut rappeler les choses très brièvement. Les mouvements migratoires font partie inhérente de la vie humaine. Depuis la nuit des temps, les populations se sont toujours déplacées d'un point vers un autre pour aller chercher le bien-être ailleurs. Lorsqu'on quitte son pays, des fois on ne quitte pas des gaietés de cœur, on s'en va chercher un mieux-être ailleurs. Et une fois arrivé ailleurs, on constitue les ressortissants X dans un pays Y. Par exemple, pour nous autres Congolais en l'occurrence, on parle des Congolais de l'étranger. Parce que nous avons quitté notre pays et nous vivons à l'étranger. Mais lorsque ces Congolais de l'étranger commencent à devenir visibles, commencent à avoir une certaine influence, on parle de la communauté congolaise de l'étranger. Donc il y a une évolution au niveau du vocabulaire. Nous sommes partis des Congolais de l'étranger tout court à la communauté congolaise de l'étranger. Mais lorsque, au niveau de la communauté congolaise de l'étranger, se crée un projet de retour vers les pays d'origine, une certaine influence, un regard qui est tourné vers les pays d'origine, on devient de plus en plus une diaspora. C'est-à-dire une communauté organisée qui vit à l'étranger et qui a les regards tournés vers les pays de départ dans une perspective de retour. C'est alors que l'on parle de diaspora. On nous a toujours reproché, nos autres Congolais, de ne pas être organisés. Bon, les choses commencent à évoluer petit à petit. Comment on s'organise déjà pour être visible, efficace, apporter notre pierre à la construction ou au développement économique des pays dans lesquels nous vivons? Comment apporter notre pierre pour le développement du Congo? Et comment se structurer pour être efficace, solidaire dans le pays où nous vivons? Voilà l'enjeu de cette partie de la conférence. Sans en dire plus, je m'en vais inviter Madame Sylvie Eschmann, qui est de l'Organisation internationale de migration, OIM Suisse,
pour nous faire son speech. Merci beaucoup. Alors, effectivement, déjà d'abord, je voudrais remercier pour l'invitation. Je suis très contente d'être là, d'avoir l'occasion de vous rencontrer, et puis peut-être de raconter un petit peu ce qu'on fait, nous, à l'OIM au niveau mondial, mais aussi plus spécifiquement ce qu'on fait en Suisse, parce que je pense que potentiellement ça pourrait vous intéresser. L'idée, c'est de peut-être démontrer ce qui existe, ce qui pourrait exister, quelles sont les possibilités de coopération, quelles sont les démarches. Donc, je vous remercie aussi pour l'introduction, parce qu'effectivement, je pense qu'un des premiers points qui est très important que vous avez dit, c'est l'organisation de la diaspora. Donc, c'est la première étape. Est-ce que vous essayez de, ou ce que vous faites ce soir ici, donc je vous félicite pour ça. L'OIM, juste peut-être toutes celles ou ceux qui ne savent pas, c'est une organisation internationale. Nous avons des bureaux dans à peu près 130 pays, dont aussi un bureau à Kinshasa. À Berne, c'est le bureau suisse qui travaille donc avec les autorités suisses. Nous sommes principalement financés par l'Office fédéral de l'immigration. Nous faisons des projets ici en Suisse dans différents domaines. Moi, à l'OIM Berne, je suis la personne qui est responsable pour tout ce qui touche la coopération avec les diasporas. Donc c'est pour cela que je suis là ce soir. J'aimerais vous donner, alors, comment dire ça, j'aimerais vous donner quelques exemples de coopération ou quelques exemples de projets que nous sommes en train de faire, ou que mes collègues dans d'autres bureaux européens sont en train de faire. Et je pense que c'est cela qui pourrait vous intéresser plus concrètement. Donc, par exemple, j'aimerais mentionner un projet que nous avons ici en Suisse, ou nous avons eu ici en Suisse avec la diaspora du Nigeria, mais c'est mon collègue Céleste qui va vous en parler un peu plus, parce que nous avons travaillé ensemble sur cela. Donc, c'est en 2008 que nous avons commencé dans un groupe de travail diaspora avec la BDC, donc la Direction pour le développement et la coopération, et avec l'Office fédéral pour l'immigration, de discuter comment on pourrait travailler avec la diaspora. La BDC nous a dit, nous, on aimerait principalement travailler avec la diaspora de l'Afrique. Okay? Après, comment on va faire, qui on peut contacter, quels sont les groupes qui sont motivés de travailler avec nous. On a essayé de chercher, c'est effectivement pas facile. On trouve beaucoup d'associations avec des buts très différents, mais c'est pas facile de trouver vraiment un interlocuteur qui est concret, avec qui on peut travailler. Donc, ce qu'ils nous ont dit, c'est ok, on commence par faire une étude pour voir qui, en fait, sont les Africains qui vivent en Suisse. Ceci est en 2008. On a fait une petite étude sur la diaspora africaine, de Sub-Sahara africaine en Suisse, et qui a été présentée par la suite. Nous avons trouvé une multitude de nationalités. Il y avait, à l'époque, le chiffre était environ 60 000 personnes qui venaient d'Afrique subsaharienne qui vivaient en Suisse. Donc exclus sont là, bien sûr, les gens qui sont requérants d'asile, etc. Nous regardons seulement les personnes qui sont ici de façon définitive ou plus ou moins définitive. Donc, 60 000 personnes, c'est quand même beaucoup de personnes. Il y a des groupes qui sont plus grands que d'autres. Il n'y a pas vraiment une organisation qui chapeaute tout ça. Donc, c'était pas facile, effectivement, c'est pas facile de trouver le contact concret avec les différents groupes. Par la suite, nous sommes concentrés sur la diaspora du Nigeria et nous avons commencé ce projet avec eux. Donc, je ne vais pas le raconter parce qu'il va le raconter après. Et c'est quelque chose qui dure maintenant depuis 3 ans. 4 ans presque. Donc, pour vous dire, c'est un processus qui prend beaucoup de temps, qui des fois les gens ils se fatiguent au cours du chemin, donc j'espère pas que ce qui arrive, mais c'est quelque chose qui est très bénéfique pour tout le monde, autant pour les autorités suisses, autant pour nous en tant qu'agence de l'immigration, autant pour les groupes de diaspora. Quelles autres coopérations sont possibles? Nous avons essayé de coopérer aussi avec quelques groupes de diaspora dans le domaine de l'aide au retour.
Donc un sujet qui est très controversé, qui est très difficile à discuter, dont nous sommes complètement conscients. Donc ce n'est pas toujours des discussions très faciles. Quand on parle de retour de personnes dans leur pays d'origine, souvent c'est pas facile de mener ces discussions-là, c'est un thème qui est fragile. Par contre, nous avons eu des contacts avec des personnes qui étaient très intéressantes. Pour nous, c'est un contact très important aussi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui vivent ici en Suisse, qui décident de rentrer chez eux, soit parce que c'est un choix personnel, soit parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas d'avenir ici en Suisse. Ils rentrent, et pour nous, de coopérer avec les membres de la diaspora, qui eux connaissent mieux la situation sur place, qui peuvent mieux les conseiller, etc., ça peut apporter vraiment quelque chose de très important. Donc il y a cette coopération-là qui est possible, qui se fait de temps en temps, qui est très important, mais qui est très controversé. D'autres projets pour lesquels l'OIM est plus connu, on va dire, pas en Suisse, mais dans d'autres pays en Europe, comme par exemple la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, c'est les projets qui s'appellent les projets MIDA, c'est-à-dire Migration et Développement Afrique. C'est des projets qui essayent d'organiser le transfert de savoir-faire, de compétences ou de transfert technologique dans les pays d'origine par la diaspora pour améliorer ou pour soutenir le développement du pays d'origine. Donc, un des plus connus que vous connaissez peut-être aussi, c'était longtemps le projet MIDA Belgique, où notamment se fait beaucoup de choses aussi au Congo. C'était des médecins congolais qui vivent en Belgique, qui retournaient pour 6 mois au Congo pour former d'autres médecins sur place et qui sont revenus en Belgique. Il y a aussi des coopérations avec l'université, des cours d'université qui étaient donnés, par exemple, pas besoin de voyager avec les technologies modernes. Ils ont fait des écrans dans les universités au Congo et c'est des professeurs congolais en Europe qui ont donné les cours aux étudiants au Congo, etc. Il y a du matériel qui a été transporté, notamment aussi pour les hôpitaux, différentes choses comme ça qui sont organisées. Il n'existe plus ce programme, maintenant il y a d'autres programmes qui sont similaires. Il y a un programme en Italie et le Ghana, par exemple, où c'est les femmes. C'est un projet de migration et de développement spécifique pour les femmes. Il y a un projet en ce moment de la Finlande et de la Somalie. Il y avait longtemps un projet aussi des pays des Grands Lacs, Burundi et Rwanda, Éthiopie, principalement avec les États-Unis. Pour vous dire, c'est une possibilité de coopérer, c'est-à-dire qu'une diaspora, un groupe de diaspora dans un pays qui souhaite participer au développement de ce propre pays, qui essaie de s'organiser pour, par exemple, des séjours de 6 mois, de 3 mois, etc., d'aller sur place, d'apporter ce qu'il a, lui, comme compétence, comme savoir-faire, et qui revient. Donc, c'est des programmes qui sont relativement connus. Des fois, ça marche très bien, des fois, bien sûr, ça marche moins bien, ça fait partie de la chose. Mais c'est des programmes qui existent et qui continuent à exister. D'ailleurs, pas seulement en Afrique, on a aussi fait la même chose en coopération avec la Suisse, par exemple pour les Balkans. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vais pas parler trop longtemps. Pour moi, mon idée pour venir ici, c'était de vous donner des idées. Qu'est-ce qui est possible concrètement pour vous de faire, c'est-à-dire vous organiser, ensuite vous développez peut-être des idées de projets, vous commencez à travailler avec les différentes institutions et les autorités, peut-être aussi en coopérant avec l'OIM, peut-être pas, mais ce qui compte, c'est qu'il y a des idées, il y a beaucoup de possibilités de coopération ou de travail sur les projets qui sont là, et que j'espère qu'on pourra explorer dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Sylvie Eschman de l'Organisation internationale pour les migrations. Il y aura de toutes les façons, dans pas très longtemps, un jeu de questions-réponses et nous en apprendrons un peu plus. Maintenant, j'invite Madame Anne Dicon-Moulin, qui est chef des divisions affaires étrangères au département, chef des divisions Afrique
et francophonie au département fédéral des affaires étrangères, DFAE. Alors, Madame Anne Ligon-Moulin, à vous la parole. Oui, ça peut aller. Et excusez-moi d'avoir écorché votre poste. Non, pas de souci. Merci. C'est compliqué et pas très clair. En gros, je m'occupe des relations diplomatiques de la Suisse avec 49 pays d'Afrique. Donc toute l'Afrique, moi, l'Afrique. Voilà. 49 pays. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à cette convention. Je comprends d'ailleurs les défis organisationnels et émotionnels même qui se cachent là derrière. Je suis impressionnée par le programme qui a été mis en place pour ces 3 jours. C'est absolument hallucinant de voir la motivation, l'intérêt et l'engagement de vous tous à être là pendant 3 jours pour discuter de votre rôle et de l'avenir de votre pays. J'ai aussi beaucoup apprécié les règles du jeu que Madame la Présidente a exposées précédemment. Je ne vais pas parler très longtemps, j'ai prévu un petit peu 2 parties. Une première partie sur disons, le regard du DFAE sur la RDC et nos activités, les relations entre la Suisse et le Congo, d'un point de vue de fonctionnaire, si j'ose dire, du département des affaires étrangères, et puis ensuite passer plus sur les questions de diaspora qui vous concernent. Alors évidemment, j'ai peur d'entrer en disant des banalités, mais c'est clair que par rapport à d'autres pays, la RDC nous apparaît comme un pays de contraste à tous les niveaux. Il y a une croissance économique forte, mais une grande pauvreté qui ne semble pas diminuer. Il y a un énorme potentiel minier, mais qui est sous-exploité ou mal exploité, ou exploité de manière frauduleuse. Il y a des grosses structures à mettre en place ou qui sont déjà en place, mais qui n'arrivent pas à s'affirmer sur tout le territoire, ou qui s'affirment mal sur tout le territoire. Et puis enfin, il y a l'échéancier électoral qui donne un peu l'impression d'être un serpent qui se mord la queue, parce qu'il y a des élections en 2016, et puis en même temps, il faut faire le recensement de la population avant. Sur un territoire comme celui de la RDC, on se dit, est-ce que ça va être jouable? Est-ce que ça va pas être jouable? S'il n'y a pas de recensement, est-ce que les élections pourraient être bien faites? Bref, tout ça, c'est des choses qu'on observe, parce que, j'y viendrai après, on est quand même actif dans certains de ces domaines-là. Alors justement, on a une ambassade à Kinshasa, dont certains d'entre vous connaissent peut-être certaines personnes, avec un assez gros bureau consulaire, et puis on a un bureau de coopération de la DDC, donc Madame a dit avant, Direction du développement et de la coopération, qui fait partie du DFAE, donc c'est la branche technique de la coopération suisse, qui a donc un bureau à Bukavu pour l'aide humanitaire et l'aide au développement dans les Kivu. Alors dans les Kivu, au sud et au nord Kivu, l'aide humanitaire se limite à peu près à ces zones-là, l'aide au développement aussi. Elle est active dans les domaines de l'eau, adduction d'eau, en santé, système de santé, aide aux centres de santé, dans le psychosocial pour toutes les questions de l'assistance aux femmes qui ont vécu des violences, etc., et rehaussement psychologique de ces personnes qui ont été traumatisées. Et puis aussi en droit foncier, où on a des très bonnes expériences qui ont été faites dans des pays de la région, qu'on aimerait pouvoir quelque part développer tout en devant les adapter en RDC. Mais ça, évidemment, ça suppose aussi un dialogue assez important avec Kinshasa sur ces questions-là. Et on a un autre volet de coopération qui est fait par les diplomates et non pas par les coopérants. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle sécurité humaine, c'est-à-dire le suivi en matière de droits de l'homme, les questions d'exploitation minière, le respect des droits dans les mines, ce qu'on appelle aussi les principes volontaires, qui sont une initiative dont la Suisse avait la présidence en 2013. On a poussé beaucoup de pays africains à devenir membres de cette initiative pour assurer la sécurité des entreprises qui s'occupent de la sécurité des mines. Et puis tout ce qui est droit international humanitaire, tout ça on le suit activement, puis on a des projets de soutien à la société civile, de différentes organisations sur place qui essayent de faire une veille et un plaidoyer en matière de droits de l'homme. L'engagement suisse ne s'arrête pas là, on a 7 personnes qui sont déployées, ce qui est beaucoup pour un pays neutre, avec une armée de milices très faible. On a 7 personnes qui sont déployées à la MONUSCO, 4 experts militaires et 3 experts civils. C'est, comme je l'ai dit, beaucoup par rapport à d'autres missions des Nations Unies de stabilisation et de maintien de la paix, on a de la paix.
à trouver des Suisses et on a de la peine à pouvoir déployer autant d'efforts qu'on souhaite. Enfin, ça a été dit de manière générique par ma collègue de l'OIM, on a un partenariat migratoire avec la RDC assez important pour les questions évidemment de retour, mais aussi d'accueil sur place. On finance des structures d'accueil sur place, on finance des parties de l'administration, des douanes, de l'accueil, du secteur social en RDC pour pouvoir de manière adéquate recevoir les personnes qui rentrent. On a bien sûr un secteur économique suisse, mais finalement très faible en regard du potentiel et des possibilités qui sont offertes par le pays. Comme vous savez, notre secteur économique suisse, dans un pays libéral comme le nôtre, il intervient sans vraiment guidage et orientation donnée par la politique. Donc on n'a jamais notre président de la Confédération qui se balade avec 15 entreprises, 15 CEO d'entreprises pour aller décrocher des contrats dans un pays. C'est pas du tout comme ça que la Suisse fonctionne. Donc on laisse les opérateurs privés trouver leur chemin et se déployer dans les pays. En RDC notamment, je crois que Ecotecna, la SGS sont présentes pour les questions de dédouanement et de sécurité aux frontières, des choses comme ça. Comme je l'ai dit, on suit attentivement la situation politique actuelle. On a noté qu'un gouvernement de cohésion nationale a été annoncé le 7 décembre. On a aussi regardé avec grande attention tous les débats autour que le gouvernement de la RDC a provoqué au cours des diagnostics en matière de droits de l'homme. Vous savez peut-être que Scott Campbell, le représentant des Nations Unies du Conseil des droits de l'homme, a été donc déclaré persona non grata dans le pays. Donc ça nous intéresse, on veut savoir pourquoi, quel est le point de vue de la RDC, comment l'ONU va réagir, etc. Nous, la Suisse, on est un petit pays, on ne peut pas véritablement faire bouger les lignes et influencer, mais on regarde un peu ce que d'autres plus grands pays pensent et on essaie de réagir avec des petites actions plutôt côté société civile après. Évidemment, la situation à l'Est continue de nous préoccuper. Avec 50 groupes armés, la situation continue d'être volatile, donc ça reste pour nous un sujet de préoccupation pour toute la région. D'autant plus qu'on a justement cet engagement suisse dans la MONUSCO, la mission des Nations Unies de maintien de la paix. Et puis, comme je l'ai dit, le processus électoral, parce qu'on a l'habitude de cofinancer avec bien d'autres bailleurs de fonds ce genre de processus, et il va falloir qu'on sache à un certain moment si ça va se mettre en place ou pas, si oui, dans quelles conditions, avec qui, etc. Alors j'en viens à la diaspora. Les derniers chiffres montrent que la diaspora mondialement, elle rapatrie 3 fois plus d'argent que l'aide au développement. Donc il est évident que vous avez un rôle à jouer qui est absolument essentiel et que nous, on peut presque se retirer au regard de la proportion des montants engagés. Il y a un potentiel absolument énorme. Le problème qu'on constate, et c'est un problème au fond que je comprends très bien, c'est que la diaspora doit financer des dépenses de consommation dans le pays et pas des dépenses d'investissement. Et ça se comprend très bien, il faut pouvoir aider les familles, on va au plus urgent, au plus pressé, on finance des dépenses des écolages, des habits, je ne sais pas quoi. Mais on a de la peine à se dire, bon, je construis une usine, je construis une fabrique où j'achète du terrain agricole pour le faire. J'ai d'ailleurs un ami congolais qui a acheté des hectares pour planter, je ne sais plus si c'est du café ou du cacao. Au final, après 3 ans de labeur par ses cousins sur place, il a appris que le tout avait été vendu à des Chinois. Donc c'est vrai que même avec les meilleures intentions du monde, c'est difficile à distance de faire quelque chose qui tienne la route sur le long terme, qui soit rentable. Mais au final, c'est ça qui va développer le pays, qui va créer de l'emploi. Ça va passer par la création d'emplois et c'est vers ça qu'il faut aller. Et ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de la formation, ça a été mentionné par ma collègue tout à l'heure, des compétences particulières que vous allez mettre à disposition dans le pays. Ça vaut tout autant de l'argent et c'est tout autant productif. Je pense aussi que la diaspora, elle peut véhiculer un certain nombre de valeurs, une culture et des formations particulières qui sont aussi un apport indéniable pour le pays. J'entends aussi que c'est pas facile de la structurer, que les motivations sont diverses, que c'est aussi très difficile dans une vie qui nous rend tous très occupés. On a nos soucis, on a notre travail, nos familles, nos enfants. S'il faut encore s'occuper de la diaspora, puis de son pays, puis donner du temps et de l'argent pour ça,
c'est difficile, mais l'engagement de vous tous ces 3 jours démontre que, et je crois que ça a été dit par Madame la Présidente et Monsieur le Vice-président, que vous avez ça très à cœur et qu'il y a vraiment là un terreau qui peut être excessivement fertile pour en faire beaucoup plus. J'aimerais ajouter que le gouvernement suisse, à travers la DDC, finance quelques activités du Conseil de la diaspora africaine dont le président va parler tout à l'heure, ainsi que la plateforme de développement Afrique-Europe. J'avoue aussi que pour nous, diplomates, les diasporas nous posent des fois un peu des difficultés, dans le sens où, c'est pas le cas ce soir, elle peut être très divisée. En fait, c'est un petit peu, elle reflète le pays à un plus petit, dans un microcosme, en fait, elle reflète les tendances qu'on trouve dans certains pays. Et c'est vrai que dans certains cas, ça peut être assez problématique. Si on prend par exemple un pays de la Corne de l'Afrique comme la Somalie, qui a une diaspora très très divisée, c'est vrai qu'elle a tendance, sitôt qu'il décroche un rendez-vous à Berne, à tout de suite instrumentaliser pour faire passer un agenda politique ou un autre. Et puis vu que c'est très clanique, alors on se retrouve tout de suite pris un peu entre 2 feux. Et tout ça nous rend finalement très circonspects parce qu'on se dit, nous, notre travail principal, il est avec les ambassades africaines et sur place en Afrique. Les diasporas, je parle là des diplomates, je ne parle pas de la DDC, les diasporas en Suisse, c'est sympa, mais on n'est pas obligé. Alors il faudrait plutôt que ça se passe bien plutôt que mal. Et là, c'est vrai qu'on a parfois, certains cas, on a été instrumentalisés qui rendent les choses pas faciles. Mais j'étais très contente d'entendre les mots d'introduction de la présidente qui a donné une image excessivement collégiale et non politisée de la chose. Et votre programme aussi est très très ouvert et permet des discussions franches et non biaisées. Je pense que c'est très important. Et d'autant plus, et je finirai par là, que finalement la diaspora est un facteur de pont, c'est un pont entre la Suisse et votre pays d'origine. Comme les diplomates, on est aussi un pont entre la Suisse et vos pays. Donc finalement, on œuvre quelque part à la même chose. Donc travaillons ensemble et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Merci. Merci beaucoup, Madame Lugon-Moulin, pour cet exposé succinct. Et c'est que le département des affaires étrangères de la Suisse fait avec, disons, la diaspora, ce qu'il peut faire, et c'est qu'on peut en attendre. Nous poserons des questions tout à l'heure pour en savoir un peu plus. C'est d'ailleurs dans la partie débat. On aura M. Céleste Ougouchoukou, qui est président du Conseil de la diaspora africaine des Suisses, qui va nous faire son exposé. Merci, M. Ougouchoukou. Alors, Madame la Présidente, chers amis congolais et congolaises, je n'ai pas préparé un discours, mais j'ai préparé un dialogue. Donc, on va dialoguer, on va discuter. Parce que je pense que la question de la diaspora, c'est une question qu'on doit parler à partir du vécu, à partir des expériences concrètes qui pouvaient nous être utiles. Je vais commencer d'abord par poser une question. Qui sait combien de régions qu'on a en Afrique? Politique régionale, les régions géographiques. Combien sont-elles en Afrique? Non, mais au niveau de l'Union... bon, on va compter. Au niveau de l'Union africaine, il y a 5 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale, l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Voilà. Ça, c'est déjà la première part. Donc, on va prendre quelque chose de nouveau cette nuit. Il a cité les 5 régions, mais il a oublié la 6e qui est la plus importante. Alors, c'est-à-dire que en mars l'année 2000, le président Obasanjo du Nigeria à l'époque a tout fait pour établir une diaspora nigérienne basée à Londres. Parce qu'avant de devenir président, il était en prison
Et c'était surtout les gens de la diaspora qui ont lutté pour le faire sortir. Alors après, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il a utilisé sa position au niveau de l'Union africaine pour dire à ses collègues il est le moment de s'occuper de nos enfants qui sont à l'étranger. C'est très beau de recevoir l'argent, les sommes d'argent qu'ils envoient, mais je pense qu'on ne doit pas s'arrêter là-bas. Naturellement, beaucoup de pays étaient contre, très opposés contre cette idée d'organiser la diaspora. Parce qu'à l'époque, avant l'année 2006, la diaspora était vue comme un groupe de jeunes qui ont quitté le pays à cause des problèmes qu'ils ont rencontrés dans le processus de développement et qui s'organisent à l'étranger pour faire l'opposition au gouvernement sur place. Donc, aucun gouvernement à l'époque ne voulait s'engager. Alors, depuis l'année 2001 jusqu'en 2006, il a pu convaincre un certain nombre de chefs d'État parce qu'il a utilisé un de ses aides pour faire une étude sur la communauté des diasporas pour voir quelles sont les contributions, qu'est-ce qu'on peut bénéficier de ce groupe-là. À partir de cette étude, il a pu démontrer à tous ces chefs d'État que c'est le moment de s'occuper de notre diaspora. Et c'est à partir de cette étude qu'en 2010, lors du sommet de l'Union africaine à Durban, qu'ils ont enfin accepté et proclamé la diaspora comme la 6e région de l'Afrique. Raison pour laquelle nous ne sommes plus 5, mais nous sommes maintenant 6 régions de l'Afrique. Et c'est pour ça que la diaspora aussi devient de plus en plus importante. Je me posais la question, maintenant qu'on est en train de s'organiser, à quelles conditions le transfert à la Suisse peut soutenir une diaspora? Parce que j'ai toujours eu l'impression que nous sommes peut-être la communauté la moins soutenue, considérée, pas seulement par la Suisse, mais d'une manière plus générale en Occident. Deuxième question, puisque vous êtes là, il y a beaucoup de problèmes pour l'octroi des visas, surtout pour ceux qui viennent pour des études. À quoi cela est dû? Pour le soutien de la diaspora, s'il s'agit d'un... Bon, il y a deux formes de soutien, un soutien financier, un soutien moral. Pour le soutien financier, il faudrait vraiment demander à la DDC, mais à mon avis, mon collègue ici présent peut déjà répondre, et je crois qu'il l'a en partie fait. La DDC finance des activités ponctuelles du Conseil et de la plateforme Suisse-Afrique, et certaines diasporas mieux organisées, mais c'est embryonnaire comme soutien. Donc ce programme, il a été monté, la section migration, elle a émergé en 2009, et le programme, il est en train d'être monté. Donc je ne peux pas vous dire comparativement si vous êtes moins financé que d'autres ou plus financé que d'autres. Ce que je sais, c'est que c'est embryonnaire comme façon de travailler. Pour les acteurs de développement, moi, quand j'étais à la DDC il y a quelques années, on ne parlait pas de soutenir les diasporas. Sur le soutien moral, alors on n'a pas de programme de soutien aux diasporas parce qu'on est des fonctionnaires suisses. Ceux qui viennent nous voir, on les reçoit. D'ailleurs, la diaspora congolaise est déjà venue. Moi, je suis en poste depuis 14 mois, elle est déjà venue une fois. Maintenant, vous m'invitez, c'est donc le deuxième contact que j'ai officiel avec la diaspora congolaise. Sur les autres pays africains, il y en a des masses qui ne sont jamais venues me voir, de diaspora. Il y en a une qui est très active, c'est la diaspora somalienne. Alors eux, ils n'hésitent pas de frapper à très haut niveau, sans gêne.
manière très sympathique aussi d'ailleurs. Donc il y a vraiment de tout, mais en général on n'est pas les premiers interlocuteurs que vous venez voir parce que concrètement en Suisse, nous notre boulot il est en Afrique, il n'est pas en Suisse quoi. Donc on a un interlocuteur moyennement intéressant, la DDC l'est davantage. Sur les visas, je prends note, je sais que mes collègues à Kinshasa passent beaucoup de temps sur chaque dossier de visa. Ça m'arrive des fois de leur dire revoyez telle décision quand j'estime qu'ils ont pris une décision qui n'était pas correcte. La dernière fois, j'aurais dû pas le faire parce que finalement la personne est restée en Suisse, elle venait donner une conférence à l'université. Mes collègues avaient refusé la demande. J'ai demandé de revoir le dossier, ce qui est en général contre la procédure. La procédure, c'est de faire recours. Moi, j'ai demandé de revoir le dossier pour essayer de faire venir cette dame. Cette dame est venue, elle a disparu dans la nature. Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile comme travail, mais je prends note que côté estudiantin, il y a peut-être un potentiel d'amélioration.